Imaginez un peu la scène. Un léger accrochage se produit sur l'autoroute. Ouais, un truc vraiment mineur, quoi. C'est ça, juste de la tôle froissée. Rien de dramatique au départ. Mais là, les secours déploient des moyens complètement colossaux. Des dizaines de camions de pompiers, des ambulances, des hélicos. La totale. La totale. Et en fait, ils créent un embouteillage monstre. La route est totalement bloquée, l'oxygène et le matériel médical de survie n'atteignent jamais les blessés. C'est le chaos absolu. Et voilà, ce qui n'était qu'un petit incident se transforme en une catastrophe totale, causée, et c'est ça le pire, causée précisément par ceux qui étaient censés la réparer. C'est une métaphore parfaite pour ce qui se passe dans notre corps, en fait. Exactement. Aujourd'hui, pour notre exploration du jour, on va plonger au cœur de l'éthiopathogénie des maladies. Et on va voir que la biologie reproduit exactement ce scénario tragique. Mais oui, c'est même effrayant de similitude. Notre mission aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de comprendre ce pourquoi et ce comment des maladies. On veut aller bien au-delà de la surface, on veut comprendre la pathologie de A à Z. Et pour décortiquer cette fameuse cascade d'événements, le modèle biologique le plus parlant qu'on a dans nos sources, c'est la pathologie tendineuse et ligamentaire. Particulièrement chez les animaux, non? Ouais, de manière spectaculaire en médecine vétérinaire, surtout chez le cheval de sport. Parce que les forces biomécaniques en jeu chez un cheval au galop, c'est poussé à son paroxysme. Mais ça s'applique aussi aux humains, on est d'accord? Ah, totalement. La réalité cellulaire, ce compromis évolutif un peu désastreux, ça s'applique tout autant à notre médecine sportive humaine. Mais pour vraiment saisir cette mécanique, il faut adopter une approche assez radicale face à l'information. Une approche qui repose sur l'application de la loi de Pareto, la fameuse règle des 80-20. C'est ça. C'est crucial de comprendre ça dès le départ. Si on veut maîtriser 80% des réponses sur le développement profond d'une pathologie, il faut délibérément ignorer les 80% de signes visibles. Voilà. On met de côté la boiterie apparente. On ignore l'inflammation externe, la douleur qu'on voit à l'œil nu. Exactement. La clé, c'est de se concentrer à 100% sur la cascade invisible. Le champ de bataille cellulaire, en gros. Ouais, ce champ de bataille biomécanique et vasculaire qui opère dans l'obscurité totale du tissu. C'est là que réside la vraie essence de la maladie. Je suis tellement ravie qu'on aborde ça. Dépasser la surface des symptômes pour vraiment comprendre la mécanique invisible du corps, c'est ultra gratifiant. C'est passionnant. Et ça nous oblige à remonter à la genèse du problème. D'accord. Décortiquons un peu tout ça. Avant même qu'une maladie complexe ne s'installe, comment ça commence? Avant même que la moindre réaction inflammatoire ne se déclenche, tout commence par une rupture des lois de la physique. Pas un virus donc. Non, pas du tout. L'étiologie première d'une tendinopathie, par exemple, c'est une défaillance purement mécanique. Les structures molles, elles cèdent toujours quand une contrainte dévie son axe naturel. Ou quand ça dépasse sa capacité d'absorption, j'imagine. Exactement. Concrètement, c'est une question de géométrie et de gravité. Tu peux nous donner un exemple précis? Bien sûr, prenons l'exemple d'une mauvaise conformation anatomique, genre des pâturons longs chez un cheval. Les pâturants, c'est la section de la jambe juste au-dessus du sabot, c'est ça? C'est ça. Si l'angle de cette articulation est trop prononcé, ça modifie fondamentalement la répartition des forces. Ah, je vois. Le centre de gravité recule, le bras de levier s'allonge, et soudain, une force qui aurait dû être absorbée par toute la jambe va se concentrer sur une fraction millimétrique du tendon fléchisseur. Et là, ça casse. Le résultat de cette surcharge, ou même d'un étirement excessif répété, c'est que la force physique appliquée surclasse brusquement la résistance élastique naturelle du collagène. C'est le fameux point de bascule. Ouais. Et les fibres ne se déchirent pas toujours d'un coup de manière spectaculaire. Le tissu subit d'abord une dislocation à l'échelle moléculaire. Donc c'est invisible u de gu. C'est un peu mon analogie classique de l'élastique de bureau. Ah oui, excellente analogie. Tu prends un élastique, tu l'étires juste une fraction de millimètre au-delà de sa limite. Il ne claque pas entre tes doigts, mais si tu regardes très très près, la structure interne a blanchi. Exactement. De minuscules déchirures s'y sont formées, la matière a perdu son intégrité en fait. Et c'est cette lésion microscopique initiale, ces microfractures invisibles au cœur de la matrice tendineuse, qui vont sonner l'alarme. L'alarme pour notre équipe de secours de tout à l'heure. C'est ça. Dès que l'intégrité structurelle est compromise, on a les fibroblastes locaux qui entrent en jeu. Ce sont nos sentinelles, ça. Ouais. Ils agissent comme les sentinelles mécanosensibles du tissu conjonctif. Ils détectent la variation de tension et la destruction cellulaire. Et ils font quoi quand ils détectent ça? Leur réponse immédiate, c'est de libérer un cocktail massif de médiateurs inflammatoires, notamment des cytokines et de l'oxyde nitrique. Et c'est là que la chimie dicte la physique.
L'oxyde nitrique, c'est un vasodilatateur ultra puissant, non? Exactement. Son rôle, c'est d'ouvrir les vannes en grand. Il dilate les vaisseaux sanguins environnants pour inonder la zone sinistrée. Pour acheminer les cellules de nettoyage et de réparation. L'intention biologique est parfaite sur le papier. Ah bah, l'intention est géniale, amener un max de sang là où il y a une lésion. Sauf que, ce qui est fascinant ici, c'est l'ironie cruelle de la biologie. Pourquoi? Parce que le tendon a une architecture très particulière qui rend cette stratégie suicidaire. Suicidaire, carrément. Oui. Tu vois, un muscle, c'est un tissu lâche. C'est capable de gonfler, d'accommoder un influx de liquide. D'accord. Mais un tendon, c'est une structure extraordinairement dense. C'est encapsulé dans des gaines inextensibles. Ah, donc il n'y a pas de place. Il n'y a littéralement aucun espace libre à l'intérieur. Donc quand l'oxyde nitrique provoque cette vasodilatation massive, le liquide s'accumule. Et ça crée un œdème fulgurant dans un compartiment fermé. Exactement. Ce qui fait inévitablement exploser la pression intratendineuse. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? On en revient au paradoxe de l'embouteillage mortel, c'est ça? C'est en plein ça. Cette pression mécanique, générée par le propre liquide de secours du corps, elle devient supérieure à la pression sanguine à l'intérieur des minuscules capillaires. Les capillaires qui sont censés nourrir la zone. Ouais, la conséquence, elle est d'une logique implacable. C'est ce qu'on appelle l'ischémie par compression. Les vaisseaux sanguins locaux sont littéralement écrasés de l'extérieur par l'œdème. Ils s'effondrent sur eux-mêmes. Le flux sanguin est instantanément et totalement coupé. L'équipe de secours vient de bloquer la seule route d'accès. C'est dingue. Et sans sang, les cellules sont privées d'oxygène. Et c'est là que l'hypoxie s'installe, à une vitesse vertigineuse. Donc les cellules étouffent. Et dans cet environnement asphyxié, les tessinocytes n'ont pas d'autre issue que d'entrer en apoptose. L'apoptose, donc la mort cellulaire programmée. Voilà, c'est une réaction en chaîne complètement dévastatrice. Le dommage collatéral causé par l'œdème détruit une zone tissulaire infiniment plus vaste que la microfracture mécanique du début. La tentative de sauvetage a littéralement tué le patient. C'est exactement ça. Cette destruction hypoxique, elle laisse derrière elle un véritable champ de ruines. D'accord, donc la zone est détruite par l'hypoxie. Le corps va forcément essayer de reconstruire. Mais pourquoi le tissu réparé est-il toujours aussi défectueux? Ça mène à tellement de rechutes. Parce que le défi pour l'organisme, ce n'est plus l'urgence de l'hémorragie interne. C'est la nécessité absolue de reconstruire une structure capable de supporter à nouveau des charges biomécaniques extrêmes. Et c'est là que ça coince. Ouais. L'évolution montre ses limites ici. Le processus de cicatrisation des tendons prend généralement plus de 6 mois. 6 mois. Juste parce que c'est très peu irrigué par le sang à la base. C'est ça, c'est intrinsèquement avasculaire. Et cette lenteur s'accompagne d'un échec fonctionnel. Un échec qui repose sur deux gros problèmes, si je comprends bien nos sources. Une malfaçon chimique et une aberration architecturale. Exactement. Si on regarde d'abord le problème chimique, l'organisme est en mode survie. Il privilégie la vitesse sur la qualité. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il fait quoi l'organisme pour faire vite? Les fibroblastes commencent à synthétiser et à déposer frénétiquement du collagène de type 3 et de type 4 pour colmater la brèche. Et c'est pas le bon matériau, c'est ça le souci. Mais pas du tout. Le tendon original, celui qui permet d'amortir un saut ou de supporter une tonne de pression, il est tissé de collagène de type I D'accord. et dans une moindre mesure de type I. Ce sont des macromolécules extrêmement denses, conçues pour une résistance à la traction phénoménale. Et le collagène de type 3 qu'ils viennent déposer en urgence, c'est quoi? C'est exactement ça. Et cela soulève une question importante sur les compromis que fait l'évolution entre la vitesse de réparation et la qualité fonctionnelle à long terme. Et en plus, il y a le deuxième problème. Même si ce collagène de type 3 était résistant, il y a l'aberration physique de la réparation. Ouais, le problème de désorganisation. Dans un tendon sain, l'alignement, c'est une merveille d'ingénierie. Les fibres sont hyper parallèles, de haut en bas. Exactement. Elles sont orientées le long des lignes de force pour dissiper l'énergie cinétique. Mais dans la précipitation de la cicatrisation, le corps jette ce nouveau collagène au hasard. De travers. Ouais, les liaisons se font de travers, ça crée une pelote de fibres complètement désorganisée et anarchique. Donc le tendon perd sa fameuse capacité tenso-élastique. Voilà, il ne fonctionne plus comme un ressort capable d'emmagasiner et de restituer l'énergie. La zone cicatricielle se fige en une masse rigide, épaisse et totalement dépourvue d'élasticité. Et la biomécanique ne pardonne pas ce genre de compromis. Ah bah non, quand le repos se termine et que l'athlète ou l'animal reprend l'effort, la force de traction revient. Et la portion saine du tendon va s'étirer normalement. Mais la cicatrice rigide, elle, va faire office de mur non élastique.
Le transfert d'énergie est brutal et paf, la cicatrice se déchire à nouveau. La récidive est littéralement programmée dans le code de la réparation. C'est le cycle classique d'une cicatrisation de mauvaise qualité. Mais l'éthiopathogénie révèle un stade encore plus pernicieux. La fameuse lésion centrale, la corps-lésion. Exactement. C'est une impasse pathologique totale. Ça se produit quand le nettoyage des cellules mortes échoue lamentablement dès les premiers jours. Donc les macrophages n'arrivent pas à évacuer les détritus laissés par l'hypoxie. Non, ils n'y arrivent pas. Les cellules nécrosées restent bloquées au beau milieu de la structure. Mais comment le corps peut se retrouver avec une vraie zone morte au centre, incapable d'évoluer? Ça, c'est dû à la dynamique de vascularisation. Le tendon est surtout irrigué par ses bords extérieurs, ce qu'on appelle le péritendon. D'accord, donc la périphérie. Ouais. Donc les tissus situés en périphérie de la lésion sont les premiers à recevoir le peu de sang qui reste. Ils cicatrisent en premier. Et il forme un anneau de tissu cicatriciel extrêmement dur. Un vrai mur de soutènement qui se dresse tout autour du désastre. Et le centre de la lésion, le corps, il se retrouve piégé. Piégé avec une inflammation active, des cellules en décomposition. C'est affreux. C'est emmuré vivant. Ce mur périphérique crée un blocage anatomique absolu. Les nouveaux vaisseaux sanguins, qui sont super fragiles, ils ne peuvent pas percer la barrière de cet anneau fibreux. Donc sans sang, le centre reste en ischémie et hypoxie perpétuelle. La guérison est juste impossible. Le centre est isolé du système circulatoire. La pathologie est verrouillée par le propre mécanisme de confinement du corps. C'est fou. Et ça explique une pratique chirurgicale dont on parle dans nos sources, le splitting. Ah oui, le fameux splitting. Parce que de l'extérieur, l'idée de prendre un bistouri pour taillader longitudinalement un tendon déjà endommagé, ça ressemble à une mutilation barbare. Ça a l'air d'une hérésie médicale si on ignore l'éthiopathogénie. Mais si l'on relie cela à une perspective plus globale, à la lumière de la corps-légion, cette intervention devient d'une précision conceptuelle redoutable. Le but n'est pas d'enlever du tissu, c'est ça. Non, le but est de détruire mécaniquement cette barrière anatomique. Donc le chirurgien fracasse le mur fibreux périphérique avec sa lame. Il crée des brèches physiques de la surface jusqu'au centre nécrosé. L'objectif, c'est de provoquer intentionnellement une nouvelle hémorragie aiguë. Pour forcer le sang à s'engouffrer dans le noyau. Exactement. On force les vaisseaux sanguins, les facteurs de croissance, l'oxygène à pénétrer là où le blocage cicatriciel leur interdisait l'accès. On mutile le tissu pour obliger la biologie à reprendre son travail. C'est génial de voir ça sous cet angle. La médecine doit carrément court-circuiter l'instinct de préservation mal calibré de l'organisme. C'est l'essence même de l'ingénierie médicale. Traiter le symptôme, c'est juste mettre de la glace sur un tendon gonflé. Alors que traiter l'éthiopathogénie, c'est comprendre que le gonflement est en train d'asphyxier la structure, qu'il faut briser l'enceinte fibrotique. C'est ça la vraie compréhension experte. Et ça nous ramène au conseil crucial de nos sources pour synthétiser l'éthiopathogénie. La règle d'or de la loi de Pareto. Exactement. Si on vous demande d'expliquer cette maladie, la pire erreur serait de commencer par les symptômes extérieurs. Genre le fameux ventre de saumon chez le cheval, la déformation visible à l'arrière de la jambe. Voilà. Le ventre de saumon, c'est qu'un signal de fumée très lointain. Le véritable incendie, c'est la cascade invisible. L'œdème menant à l'ischémie, puis à l'hypoxie. Et le remplacement par ce collagène de type 3 défectueux et désorganisé, enfermé derrière son mur de fibrose. C'est ça le cœur du problème. La maîtrise du sujet, c'est vraiment de décrire ces mécanismes sous-jacents, pas le catalogue des apparences. Ouais. L'histoire d'une maladie se lit dans les échecs cellulaires microscopiques et dans ces compromis évolutifs qui privilégient le rebouchage d'urgence à la restauration de la vraie fonction. Tu sais, toute cette plongée dans les paradoxes de la guérison, ça me laisse face à une réflexion fascinante. Ah ouais? Vas-y. Si la réponse inflammatoire naturelle du corps, avec son œdème écrasant et sa précipitation à déposer du mauvais collagène, est la cause principale de la destruction dans ces tissus mal irrigués, Ouais. est-ce que le futur de la médecine sportive ou même de la médecine régénérative, ça ne serait pas de trouver un moyen de désactiver temporairement notre propre instinct de guérison? Ah, mettre la biologie sur pause en quelque sorte. C'est ça. Imagine pouvoir désactiver les sentinelles inflammatoires dès l'instant de la microfracture. On empêche l'œdème de se former, pas d'ischémie, pas de panique cellulaire. Et dans ce silence biologique artificiel, on orchestre manuellement une reconstruction parfaite. Avec des nanotechnologies ou des thérapies ciblées, on force un alignement géométrique parfait d'un collagène de type 1 tout neuf, sans que le corps ne s'étouffe lui-même dans sa hâte de survivre. C'est une idée,
Complètement folle, mais scientifiquement tellement logique. Apprendre au corps à ne rien faire pour qu'on puisse réparer ses fondations. C'est puissant. Une pensée provocante à garder en tête pour ceux qui nous écoutent. La prochaine fois que vous ressentirez la douleur aiguë d'une simple foulure, repensez à cet embouteillage invisible sous votre peau. À bientôt pour une prochaine exploration. Psst.